Merci beaucoup. Alors merci à tous d'être venus. Bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler dans cette belle conférence. Le but de mon exposé aujourd'hui est de donner une introduction aux Q-séries, qui sont des objets qui apparaissent naturellement dans beaucoup de domaines, dans la combinatoire, la théorie des nombres, la physique théorique, la théorie des nœuds. Et plus particulièrement, je vais me concentrer surtout sur le lien entre les Q-séries et la combinatoire, à travers les objets que j'étudie souvent, qui sont les partitions d'entiers. Donc, je vais commencer par une introduction, vous expliquer ce que sont les Q-séries, démontrer des identités de Q-séries très simples en utilisant la combinatoire des partitions. Puis, dans la deuxième partie, je vous présenterai quelques identités de Q-séries classiques. Donc, les preuves sont un petit peu plus compliquées, mais ça restera introductif normalement. Et dans la dernière partie, je vous montrerai comment on peut démontrer des identités de partition en utilisant des identités de Q-séries. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'introduction. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que sont les Q-séries? Alors, il n'y a pas une définition vraiment formelle des Q-séries. C'est plutôt, voilà, quand on voit une Q-série, on sait la reconnaître. Mais la définition la plus communément admise et qui englobe à peu près toutes les Q-séries est de dire que une Q-série est une série qui est formée en utilisant ce qu'on appelle des Q factoriels. Alors les Q factoriels, qu'on appelle aussi parfois symbole de Q-Pochamer, ce sont donc les objets qu'on note AQ à indice n et qui sont définis comme le produit pour k allant de 0 à n-1 de 1 moins AQ puissance k. Et ici, n peut être soit un nombre entier, soit ça peut aussi être égal à plus infini. Donc ici, on aura juste un produit infini au lieu d'avoir un produit fini. Et donc, ces nombres sont appelés les Q factoriels parce que si on fait la limite quand Q tend vers 1 de QQn sur 1 moins Q puissance n, alors ça va tendre vers n factoriel. Tout simplement, vous pouvez essayer de faire le calcul en détail. Et donc, cette quantité-là va être un Q analogue de n factoriel. Des Q analogues, c'est des objets qui ont des Q à l'intérieur, tels que quand on fait tendre Q vers 1, on obtienne un objet classique. Donc, ici, c'est la factorielle. Et on verra certaines identités de Q-séries plus tard qui seront aussi des Q analogues d'identités classiques. Alors, donc là, j'ai pas encore été totalement exhaustive sur ma définition de Q-série. Donc là, on englobe déjà à peu près 90% des Q-séries, mais il y a encore un autre type de fonction qui est considéré comme étant une Q-série. C'est les fonctions θ. Mais on va pas en voir beaucoup dans cet exposé. Les fonctions θ sont aussi considérées comme des Q-séries. Et donc la fonction θ, c'est défini comme donc, f de AB, c'est la somme pour n allant de moins l'infini à plus l'infini de a puissance nn plus 1 sur 2 b puissance n-1 sur 2. Donc ça, c'est des fonctions qui ont été introduites par Ramanujan. Oui ? Oui, tout à fait. Ça ne quand même pas, on ne pourrait pas l'exprimer avec le triple produit de Jacobi alors, on pourrait l'exprimer, effectivement, le produit triple de Jacobi permet d'écrire ça comme un produit de 3 Q factoriels, mais infini. Donc ce sera juste un produit, il n'y aura pas de somme. Donc le membre de droite, ce sera un produit infini, mais ce ne sera pas une Q-série, en fait.
Les thèmes de la somme ne sont pas des constituants de... Oui, c'est ça. Pour qu'on ait une Q-série, il faut que dans la somme, voilà, il y a les variables Q, souvent sous forme de AQN à l'intérieur de la somme. Et oui, voilà, donc là, ici, pour en faire une Q-série, on va mettre A ou B ou les deux égaux à une certaine puissance de Q. Bon, le fait que ça s'appelle Q ou A n'est pas le plus important, bien entendu, mais... Donc voilà, c'est juste, si on forme une somme qui fait intervenir des AQ indicènes, ce sera une Q-série. Mais on va voir plein d'exemples après, ce sera peut-être plus clair. C'est juste que série, c'est pas une série formelle, c'est une somme, c'est une série. On va le voir comme une série en Q, quoi. C'est une série en... On peut le voir comme une série en Q, mais... Bon, on va voir des exemples, ce sera sans doute encore plus clair avec l'exemple. De toute façon, comme j'ai dit, c'est pas une définition vraiment stricte. Là, j'essaie de couvrir la majorité des cas, mais c'est plutôt des objets qu'on reconnaît, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ces objets, les Q-séries, sont très liés aux partitions d'entiers. Donc, je vais vous définir une partition. Et on va voir ensuite comment on peut relier ces deux objets. Donc, une partition d'un entier positif n, c'est une suite décroissante d'entiers dont la somme est n. Une suite. Alors, donc par exemple, si j'écris 4, 3, 3, 1, ça ce sera une partition de 11. Alors, et on peut représenter les partitions d'entiers par des diagrammes de Ferrer. Donc, c'est simplement un diagramme où on va mettre, on met des boîtes comme ça, et sur la première ligne, on va mettre autant de boîtes qu'il y a dans la première part de la partition. Sur la deuxième ligne, voilà, autant qu'il y en a sur la deuxième part, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le diagramme de Ferrer de cette partition. Et donc on va voir, tout d'abord, qu'on peut exprimer la série génératrice des partitions en utilisant des Q factoriels. Donc, on va noter P de nk, qui va être le nombre de partitions de n en k part, et q nk, ça va être le nombre de partitions de n en k part distinctes. Et donc on va vouloir écrire la série génératrice de ces quantités. Alors, donc on va commencer par les partitions en parts distinctes, parce que c'est un petit peu plus facile. Donc on va prendre la somme pour n et k supérieur ou égal à 0 de q nk, q puissance n, z puissance k. Et donc pour former une partition en parts distinctes, ça revient à choisir pour chaque nombre entier s'il apparaît ou pas dans la partition. Donc là, on commence avec le nombre 1. S'il apparaît pas dans la partition, ça correspondra au facteur 1 ici. S'il apparaît dans la partition, on aura un terme zq qui apparaît. On fait pareil avec le nombre 2. S'il n'apparaît pas, quand on multiplie ce produit, on va prendre un facteur 1. S'il apparaît, on prend zq2. Et ainsi de suite, on multiplie ça pour tous les nombres entiers positifs. Et on se retrouve finalement avec la q factorielle moins zq q infini. Donc là, on voit déjà qu'on peut écrire la série génératrice des partitions en parts distinctes comme une q factorielle, un produit infini. Ensuite, donc on peut suivre exactement le même principe pour les partitions dont les parts ne doivent pas nécessairement être distinctes. Donc on va avoir, donc maintenant pour tous les entiers n positifs, on va choisir soit s'ils apparaissent pas du tout dans la partition, soit s'ils apparaissent une fois,
j'ai oublié le n, mais voilà. Soit s'ils apparaissent 2 fois, et ainsi de suite. Là, ils peuvent apparaître un nombre arbitraire de fois. Donc là, cette somme va être infinie. Et on reconnaît ici une somme géométrique. Donc ça va être en fait 1 sur 1 moins ZQN. Et donc là encore, on peut le réécrire en utilisant des Q factoriels. Donc ici, ça va s'écrire 1 sur ZQQ infini. Et pour la suite, ça va être utile parfois de donner quelques petites restrictions en plus sur nos partitions. Donc on va va rajouter un indice M ici et ici, qui sera la valeur maximale des parts. Donc là, donc P indice M de NK, c'est le nombre de partitions de N en K parts qui sont toutes au plus égales à M. Donc dans nos séries génératrices, ça ne va pas changer grand-chose non plus. Sauf que là, au lieu de pouvoir choisir tous les nombres, on ne va pas avoir un produit infini, mais on va avoir un produit qui s'arrête à 1 plus ZQM. Donc ici, on n'aura pas un produit infini, mais on aura un produit fini qui s'arrêtera à M. Et ici, c'est encore le même principe, on aura simplement, donc là, N entre 1 et M. Et ici aussi, ça nous fera que la Q factorielle s'arrêtera simplement à l'ordre M. Voilà. Et en fait, en connaissant juste ça, on va déjà pouvoir prouver notre première identité de Q-série. Alors, qu'est-ce que... Alors oui, donc déjà, je vais peut-être définir aussi ce que j'entends par identité de Q-série. Donc là encore, c'est pas une définition absolue, mais c'est comme ça que je vais l'entendre en tout cas dans cet exposé. Donc une identité de Q-série, c'est soit une égalité entre deux Q-séries, soit une égalité entre une Q-série et un produit infini qui utilise des Q factoriels. Donc, je vous ai promis qu'on pouvait tout de suite prouver une identité de Q-série. Donc, voilà notre premier exemple. L'exemple 1, qui est attribué à Euler, et qui nous dit que 1 sur ZQQ infini est égal à la somme pour n supérieur ou égal à 0 de z puissance n, q puissance n, divisé par qq indice n. Alors, donc ici, c'est ce qu'on vient de voir, c'est tout simplement la série génératrice des partitions, où la puissance de q compte le nombre qui est partitionné, et la puissance de z compte le nombre de parts dans la partition. Alors, on va simplement essayer d'exprimer cette série génératrice d'une autre manière. Et en faisant ça complètement combinatoirement. Alors, voilà, je vais juste prendre une représentation voilà, très schématique d'une partition, représentée par son diagramme de Ferrers. Donc, on peut dire qu'on va regarder la première colonne du diagramme. Donc là, en tout, on va avoir n boîtes dans cette colonne. Donc, ce sera généré par q puissance n. On voit aussi que la partition a n parts, vu que c'est la longueur de la première colonne. Donc, ça nous fera aussi un z puissance n. Et ici, la partition qui nous reste à droite, en fait, c'est équivalent à une partition en parts au plus n. Parce qu'au lieu d'écrire le diagramme de Ferrers horizontalement, comme on fait de manière classique, on peut aussi le décaler et lire plutôt sous forme de colonnes. Donc
mettons si on met la première part comme ça, la deuxième part comme ça, etc. En fait, on remarque que ça aussi, ce sera donc généré par 1 sur QQN. Et en sommant sur tous les nombres de parts possibles n, on obtient en fait cette expression. Et donc ça, selon ma définition, c'est une identité de Q-série, puisque ça, c'est une série qui contient la variable Q et qui a un Q factoriel. Et ici, on a un produit infini. Donc voilà, notre première identité. On en verra des plus compliquées par la suite, rassurez-vous, mais il me semblait que c'était un bon début. Ensuite, on peut faire quelque chose un petit peu du même principe, mais en utilisant les partitions en parts distinctes. Donc c'est toujours du AELR aussi. Donc maintenant, on va prouver l'identité de Q-série suivante, que moins ZQQ infini est égal à la somme pour n entier positif de z puissance n, q puissance n, n plus 1 sur 2, divisé par QQN. Alors, donc là, ça va encore être à peu près le même principe pour prouver cette identité. Ici, on reconnaît qu'on a la série génératrice des partitions en parts distinctes. Donc, on va juste prendre une partition en parts distinctes et on va essayer de la décomposer aussi de la manière qui nous convient pour obtenir cette représentation. Alors, on va commencer par prendre la partition n, n-1, 2, 1, etc., qu'on appelle un escalier. Donc, bon, pour le dessin, je vais me contenter de la taille 4. Donc, on commence avec un escalier, comme ça, donc il y a un écart d'exactement 1 entre les parts successives. Et à droite de ce diagramme, on va accrocher de nouveau une partition classique avec O plus n parts, donc de nouveau générée par 1 sur QQN. Donc ici, 2 parts consécutives peuvent éventuellement être égales. Mais quand on les ajoute avec cet escalier ici, on va avoir des parts qui seront du coup toutes différentes. Donc là, on a bien une partition en parts distinctes. Et voilà. Et si on ajoute tous ces nombres, on remarque qu'on a n plus 1 sur 2. Donc, et en tout, on avait aussi n parts. Donc, cette partie-là va être générée par z puissance n, q n plus 1 sur 2. Et là encore, on somme sur tous les nombres de parts possibles et on obtient ce résultat. Donc voilà, on a déjà 2 identités de Q-série, ce qui est un bon début. Et maintenant, on va passer à des identités de Q-série un petit peu plus compliquées. Et on va même en prouver une avec une méthode qui, pour le coup, n'est pas combinatoire. Je vais jusqu'en haut, c'est plus sûr. Voilà, alors, donc on va passer à la deuxième partie, où je vais donc vous présenter voilà, quelques identités de Q-série classiques. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par vous donner une référence si vous êtes intéressé par les Q-séries et que vous voulez un livre qui recense quasiment toutes les identités, en tout cas vraiment toutes les identités classiques. Je vous conseille de lire le livre de Gasper et Raman, qui s'appelle Basic Hypergeometric Series. Et donc là, on va voir un petit échantillon. Bien sûr, je peux pas couvrir l'ensemble des Q-séries. Donc je vais d'abord vous définir les séries Q hypergéométriques. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fonctions hypergéométriques. Et bien les séries Q hypergéométriques, ça va être des Q analogues des fonctions hypergéométriques. Donc elles sont définies par R phi S
de plein de paramètres. Donc on commence avec A1 jusqu'à AR. Ensuite, on a des paramètres B1 jusqu'à BS. Bien sûr, on a notre variable préférée, Q. Et on a encore une variable Z. Mais là, je m'arrête, rassurez-vous. Et la définition de cette série va être la somme pour n allant de 0 à l'infini de A1 QN jusqu'à AR QN divisé par B1 QN jusqu'à BS QN. On a encore un facteur QQN. Et au numérateur, on va encore avoir moins 1 puissance n, q 2 parmi n, puissance 1 plus s moins r, et on multiplie le tout par z puissance n. Alors rassurez-vous, l'identité de Q-série que je vais vous démontrer, ça va être pour un phi 0, donc ça va être... on va pas avoir des aussi grosses formules, rassurez-vous. Mais bon, ça c'est la forme générale. Et donc il y a toute une théorie de ces séries Q hypergéométriques qui a été développée, entre autres par Ramanujan, Rogers, voilà, de nombreux mathématiciens. Et donc ça c'est un Q analogue des fonctions hypergéométriques, comme je viens de le dire. Donc, ce qui veut dire que quand on prend la limite, quand Q tend vers 1 de R phi S de tous les paramètres, on obtient RF S des mêmes paramètres. Sauf bien sûr le Q qui aura disparu. Et donc ça c'est la fonction hypergéométrique classique. Pardon? C'est le facteur 1 en tout à la puissance que tu aurais là-bas pour avoir les factoriels. Oui, ici c'est juste la limite quand Q tend vers 1, oui. Parce qu'il y aura des termes comme ça qui vont apparaître par ici, mais ils vont se simplifier. Bon, c'est-à-dire que dans la fonction hypergéométrique classique, on aura, à la place de ce terme ici, on aura n factoriel, et ici on aura des factoriels décroissants. C'est pas les cas spéciaux R égale à S plus 1. Non, là c'est en général. Oui. Donc il existe de nombreuses identités de Q-série qui font intervenir ces fonctions. Et je vais donc vous en présenter une qui est à la fois la plus simple parmi celles qui utilisent ce type de fonction, et aussi une des plus importantes. Donc ça tombe bien. Et il s'appelle le théorème Q-binomial. Théorème Q-binomial. Et suivant les références, il est attribué soit à Cauchy, soit à Heine. Et malheureusement, je n'étais pas encore né pour vérifier, donc je vais écrire les deux noms. Donc ce théorème nous dit que si on a le module de Q et le module de Z qui sont plus petits que 1, on a un phi 0. Donc là, on n'aura que un paramètre en haut, A. On n'a pas du tout de paramètre en bas. Et on a encore nos paramètres Q, Z. Donc là, je vais juste vous la réécrire pour qu'on ait bien l'identité en tête. Donc on a AQ N sur QQ N fois Z puissance N. Et donc le théorème nous dit que cette quantité va être égale à AZQ infini sur ZQ infini. Donc là encore, on a bien une identité de Q-série suivant ma définition. Donc là, on a bien une série avec nos Q factoriels, et là, on a un produit infini.
Alors, la méthode que je vais utiliser pour vous démontrer ça, c'est une méthode qui est très souvent utilisée dans les identités de Q-série. Alors, donc, on va commencer par appeler f de z le membre de droite ici. Donc, on a AZQ infini sur ZQ infini. Et donc, ici, ce produit infini, il va converger quand z est de module plus petit que 1. Et donc, on peut écrire ça comme une série pour n allant de 0 à l'infini d'un certain coefficient a n fois z puissance n. Ça va être une fonction analytique sur ce domaine. Et maintenant, on va essayer de trouver une équation de récurrence qui est satisfaite par an, pour essayer de montrer que an est égal à ce terme ici. Alors, donc, pour ça, on va faire une observation assez simple. On va commencer par calculer f de zq. Donc f de zq, on remplace simplement z par zq dans notre formule ici. Et donc on trouve azq, q infini, sur zq, q infini. Et on peut remarquer que ça, c'est simplement 1 moins z divisé par 1 moins az fois, du coup, azq infini et zq q infini. Puisque là, le facteur 1 moins z va se simplifier avec le premier terme ici. Il n'y a pas de z, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de q, pardon. Oui, c'est tout à fait comme ça. Le numérateur, ça c'est juste à droite du point. Mais merci. Je m'étais trompée là, mais pas là. Pas partout quand même. Donc voilà, donc là le premier terme va se simplifier, ici aussi, et on obtient ça. Donc c'est 1 moins z sur 1 moins az fois f de q. Donc maintenant, si on réécrit ça... Oh, f de z, merci beaucoup. Alors maintenant, si on réécrit ça en termes de série avec nos an, on aura que 1 moins az fois la somme des an, zn, qn va être égale à 1 moins z fois la somme des an, zn. Et on va simplement extraire le coefficient de z puissance n de chaque côté. Et ça va nous donner que donc an fois q puissance n moins a q puissance n moins 1 fois an moins 1 est égal à an moins an moins 1. Là, on a une récurrence d'ordre 1 qu'on peut résoudre simplement en itérant. Donc on va avoir an qui est égal à 1 moins aq n-1 sur 1 moins qn fois an-1. Et a0 vaut 1, parce que quand on met z égale à 0, là-dedans, on va juste obtenir le nombre 1. Et donc, ça nous dit que an vaut bien ce qu'on attendait, qui est aq indice n sur qq indice n. Et notre preuve est finie. On a prouvé cette nouvelle identité de Q-série. Pour le coup, d'une manière totalement différente de ce qu'on avait fait dans l'introduction. Mais ce type de méthode, en utilisant des récurrences, est assez commun. Ça a été utilisé aussi pour prouver la somme 1 psi 1 de Ramanujan. Si certains connaissent, c'est une identité de Q-série très, très célèbre et utile. Et on peut utiliser... Par exemple, on peut utiliser cette identité, le théorème cubinomial, pour retrouver les identités qu'on avait vues dans l'introduction. Donc, par exemple, l'identité 1, on peut l'obtenir
en transformant z en zq et en faisant a égale 0 dans l'identité, dans le théorème cubinomial. Et on peut aussi obtenir l'identité numéro 2 en remplaçant A par Q sur B et Z par moins BZ et en faisant ensuite tendre B vers 0. C'est un peu plus complexe, mais souvent pour obtenir des identités de Q-série, on part d'une autre identité de Q-série, on fait certaines modifications, on fait tendre certaines choses vers 0, vers l'infini, et on obtient, voilà, avec un peu de travail, l'identité qu'on veut. Je ne vais pas avoir le temps de vous donner les détails pour ce point numéro 2, mais je vous laisse essayer, ceux qui sont intéressés. Et normalement, vous devriez obtenir le bon résultat. Alors, maintenant, je vais vous énoncer un théorème qui a été démontré grâce au théorème cubinomial, mais que je n'aurai pas le temps ni la place sur le tableau de vous démontrer ici, mais qui va nous servir dans la dernière partie. C'est le théorème de Kuchu-Vandermonde. Donc là encore, pour les séries hypergéométriques classiques, donc sans Q, il y a un théorème qui est le théorème de Chu-Vandermonde. Et le théorème de Kuchu-Vandermonde, c'est le Q analogue du théorème de Chu-Vandermonde. Donc là encore, si on fait tendre Q vers 1, on obtiendra le théorème de Chu-Vandermonde classique. Donc ce théorème de Kuchu-Vandermonde nous dit que 2 phi 1 de moins Q puissance moins n A CQ CQN sur B est égal à C sur A QN A puissance n sur CQ indice n. Donc voilà, c'est une autre identité, un peu du... Il n'y a pas de B, ça c'est pas faux. Attendez, alors B ça doit être C. Oui, excusez-moi, alors B c'est C, oui. Non, alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C. En tout cas, il y a un C, mais alors là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Z. Qu'ai-je donc fait? Bon, à vrai dire, j'ai une solution pour faire marcher tout ça. J'efface ça et j'écris plutôt sous forme de somme. En tout cas, on peut l'écrire avec 2 phi 1, mais j'ai peur de perdre trop de temps si j'essaye de retrouver quelle est la bonne expression. Q puissance K. Voilà, donc... Ok, il n'y a pas de B. Ça, c'est sûr. Non, il n'y avait pas de B, mais alors je sais pourquoi je l'ai mis là, c'est une très bonne question. Donc, en tout cas, voilà, ça c'est une version correcte. Je voulais l'écrire avec 2 phi 1, mais c'est pas grave. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est l'identité de Kuchu-Vandermonde. Et je vais vous donner rapidement un corollaire qui va nous servir pour la preuve de la section suivante, qui est que si on remplace A par Q puissance moins M et C par 0 dans cette identité, on obtient que la somme pour K allant de 0 à N de Q puissance moins N Q indice K, Q puissance moins M, Q indice K, Q puissance K sur QQ indice K est égal à Q puissance moins Mn. Et donc ça, je vais l'appeler l'identité
3, parce que je vais y faire référence dans la section suivante. Voilà. Donc là encore, c'est un exemple où on part d'un théorème classique et on fait certaines substitutions, on trouve une autre identité de Q-série qui sera celle qui nous sera utile pour prouver notre théorème. Donc maintenant, je vais passer à ma dernière partie qui concerne les identités de partition et on va voir comment utiliser cette identité et d'autres pour démontrer une identité de partition qui est le théorème de Schur. Alors, donc pour introduire cette partie, je vais quand même commencer par vous citer les identités de partition et de Q-série qui sont peut-être les plus célèbres, les identités de Rogers-Ramanujan. À vrai dire, je vais vous citer une seule des deux, mais l'autre a une forme similaire. Donc, cette identité nous dit que la somme sur n de q puissance n carré sur qq indice n est égale à 1 sur q, q5 infini, q4, q5 infini. Et donc ici, à gauche, on a, en reprenant un petit peu le même raisonnement que celui qu'on avait fait sur le tableau tout là-haut dans l'introduction, on peut dire que ça, n carré, on peut dire que c'est 1 plus 3 plus 5, etc. jusqu'à 2n moins 1. Donc le q puissance n carré, ça va en fait générer un escalier avec exactement 2 d'écart entre deux parts consécutives. Et là, je le fais juste de taille 3. Donc qn carré, c'est un escalier de ce type, de hauteur n. Et ici, pareil, on ajoute à la droite de cet escalier une partition qui a au plus n parts, de nouveau générée par 1 sur qqn. Donc ça, c'est qn carré. Et donc comme ici, on avait un écart exactement 2 entre deux parts consécutives et qu'on ajoute une partition générale, on obtient une partition qui a un écart d'au moins 2 entre deux parts consécutives. Donc ça, c'est oui. Donc là, c'est les partitions de n avec écart au moins 2 entre les parts consécutives. Et ici, si on fait le même raisonnement que sur le tableau de gauche de l'introduction, pour trouver la série génératrice, des partitions en parts congrues à 1 ou 4 modulo 5, on s'apercevra qu'on obtiendra exactement ce produit infini. Donc ça nous donne que donc, les partitions de n qui ont les conditions de différence sont égales au nombre de partitions de n en parts congrues à 1 ou 4 modulo 5. Donc il y a la version Q-série et la version identité de partition. Et plus généralement, des identités de partition ou identités de partition du type Rogers-Ramanujan, ça va être des identités qui disent que pour tout n, le nombre de partitions de n qui satisfont certaines conditions de différence entre deux parts consécutives ont le même nombre que les partitions de n en parts qui vérifient des conditions de congruence. Et donc le théorème de Schur est un exemple de ce type d'identité. Alors, tout d'abord, donc là je vais vous énoncer le théorème de Schur, mais directement dans une version raffinée qui est due à Aladi et Gordon, puisque c'est cette version raffinée qu'on va prouver avec les Q-séries. Donc le théorème original date de 1926 et le raffinement date de 1993. Donc on va appeler S de UVN, c'est le nombre de partitions de n de partitions lambda 1 jusqu'à lambda S de n, tel que lambda I moins lambda I plus 1 est toujours supérieur ou égal à 3, donc on a toujours un écart d'au moins 3 entre deux parts consécutives, et
si jamais lambda 1 et lambda I et lambda I plus 1 sont congrus à 0 modulo 3, alors on va même avoir un écart d'au moins 6 entre eux. Donc en d'autres termes, on ne va pas avoir deux multiples de 3 consécutifs. Et en plus, nos paramètres U et V vont être... Donc U, ça va être le nombre de parts congrues à 0 ou 1 modulo 3, et V, c'est le nombre de parts congrues à 0 ou 2 modulo 3. Et d'autre part, on va définir C de UVN. Ça va être le nombre de partitions de N le nombre de partitions de N en parts distinctes congrues à 1 ou 2 modulo 3. Donc dans la version de Schur, il n'y avait pas les paramètres U et V en plus, c'était juste le nombre de partitions de N du premier type est égal au nombre de partitions de N du deuxième type. Le raffinement de Aladi et Gordon a été d'ajouter ces paramètres U et V. Et donc, pour tout N UV, on a S de UVN qui est égal à C de UVN. Et donc maintenant, on va voir comment on peut utiliser... Il compte la même chose, oui, pardon, j'ai pas précisé, c'est la même chose, ouais. Voilà, donc maintenant on va essayer d'utiliser les Q-séries pour démontrer ce théorème. Alors je vais passer à gauche. Donc, alors tout d'abord, et donc la preuve que je vais vous présenter ici, elle est due à Lovejoy et utilise aussi des idées qui étaient dans des papiers de Aladi, Gordon, Andrews aussi un peu. Voilà. Donc la première observation à faire, c'est que la série génératrice de C, donc AU, BV, Q puissance N, ça va être moins AQ, Q3 infini, parce qu'on va avoir donc des parts congrues à 1 modulo 3 qui sont distinctes, c'est toujours le même raisonnement que dans l'introduction, et on aura moins BQ2, Q3 infini pour les parts congrues à 2 modulo 3, aussi distinctes. Hein. Donc ce côté-là n'est pas trop difficile. Maintenant, ce qui va être plus difficile, c'est de montrer que la série génératrice de S UVN va être la même. Donc pour ce faire, c'est là qu'on va justement utiliser les identités de Q-série. Mais tout d'abord, on ne va pas considérer tout de suite S, on va d'abord considérer un S' qui va être la même chose, sauf que les différences vont être 3 de moins. Donc on va avoir une différence d'au moins 0 entre deux parts consécutives en général, sauf si on a deux parts congrues à 0 modulo 3 consécutives, dans ce cas on aura une différence d'au moins 3. Ça c'est équivalent en fait à avoir une partition en part quelconque congrue à 1 modulo 3, une partition en part quelconque congrue à 2 modulo 3, et une partition en part distincte congrue à 0 modulo 3. Donc on va simplement écrire la série génératrice pour S' d'abord, grâce à cette observation. Donc là, on veut compter le nombre de parts, donc on va prendre une variable R pour le nombre de parts qui seront congrues à 1 modulo 3, S pour les parts congrues à 2 modulo 3, et T pour les parts divisibles par 3. Donc on va commencer, encore une fois, avec le même principe que pour prouver les petites identités de Q-série dans l'introduction. On commence avec une colonne de longueur R,
qui nous donne R par. Et ensuite, on rajoute une partition en part divisible par 3. Donc comme on a une colonne en plus, elles seront toutes au final 1 modulo 3. On fait pareil pour 2 modulo 3. Donc on a S par. On commence pour le coup avec une première colonne de largeur 2. Et on rajoute encore une partition en part divisible par 3. Et puis pour les parts divisibles par 3, ben c'est encore une fois comme dans l'introduction, on va commencer par ajouter un escalier. Mais cette fois-ci, c'est un escalier qui aura différence 3 entre deux parts consécutives, parce qu'on veut que tout reste congru à 0 modulo 3. Donc ici, on compte ça avec les paramètres AB. Donc on aura T par. On commence avec notre escalier. Donc 3 T plus 1 sur 2. Et là, de nouveau, on divise avec une partition en part divisible par 3. Et qui aura T par, au plus. Donc ça, c'est la série génératrice des partitions congrues par S', comptées par S', pardon. Et maintenant, si on prend une partition comptée par S' et qu'on lui ajoute à toutes les parts un escalier qui a de nouveau une différence de 3 entre deux parts consécutives, ben ça va faire que ça va ajouter 3 à toutes nos conditions de différence. C'est un peu le même principe que ce qu'on a fait ici avec Rogers-Ramanujan. On part de quelque chose où toutes les parts peuvent être égales, même si elles veulent. On rajoute quelque chose qui a distance exactement 2, et on obtient quelque chose qui a distance au moins 2. Donc on fait la même chose, et ça nous donne que si on veut avoir la série génératrice pour S, bon, par manque de temps, je vais peut-être juste effacer le prime si vous ne m'en voulez pas, et rajouter la série génératrice de l'escalier. Donc ce sera Q puissance 3 fois R plus S plus T R plus S plus T moins 1 sur 2. Et donc là, on va obtenir voilà, la série génératrice pour S. Donc c'est une Q-série, ce qui tombe bien puisque l'exposé est là-dessus. Et maintenant, on va utiliser quelques identités qu'on a vues précédemment pour essayer de simplifier ça et obtenir le produit infini qu'on veut avoir à la fin. Alors, tout d'abord, on va simplement faire un changement de variable. On va faire le changement de variable R égale R moins T et S égale S moins T. Et ça va nous donner... Donc maintenant, notre somme, elle sera plus sur RST positif, mais on aura en plus la condition que T doit être plus petit que le minimum de R et S. Et on fait tous les changements de variables à l'intérieur de notre somme, ce qui fait qu'on va obtenir 3... Alors parfois j'écris ça, plutôt que d'écrire n-1 sur 2, j'écris n parmi 2, ça va plus vite. Donc on va obtenir Q puissance 3 R plus S moins T parmi 2, plus 3 T parmi 2, plus R plus 2S, A puissance R, B puissance S. Et en bas, il y aura les termes qui avaient du R et du S qui vont changer. Et le dernier, là, avec le T, il va rester pareil. Donc on a S moins T ici. Voilà. Et Q3, indice T. OK? Donc, maintenant, on va utiliser une identité que je ne vous avais pas encore donnée, parce que ce n'est pas vraiment une identité de Q-série, mais c'est une identité avec des Q factoriels en tout cas. Donc on utilise le fait que QQ indice n-k, c'est QQ indice n divisé par Q moins n Q indice k moins 1 puissance k Q puissance 2 parmi k moins nk. On va utiliser ça.
il suffit d'écrire la définition du Q factoriel pour vérifier que c'est vrai. Donc je passe pas trop de temps dessus, mais là encore, les personnes intéressées peuvent le faire, peuvent essayer de vérifier. Et là encore, je vais vous dire un peu rapidement comment les simplifications se passent. Il faut là encore juste écrire le calcul. Mais ce qu'on va obtenir, c'est la somme. Donc pour R, S, T supérieur ou égal à 0. Alors on a Q puissance 3, 2 parmi R moins 1, plus 3 parmi S moins 1, plus 3, 2 parmi S moins 1, plus R, plus 2S, plus 3RS, A puissance R, B puissance S, Q puissance moins 3R, Q puissance 3, indice T, Q puissance moins 3S, Q puissance 3, indice T, et on a encore un Q puissance 3T en plus. Je vais plutôt l'écrire ici. Et on divise par Q3, Q3, indice R, Q3, Q3, indice S, Q3, Q3, indice T. Donc on a utilisé cette formule pour faire partir ici ces Q factoriel au dénominateur. Donc voilà, il faut juste remplacer la formule et simplifier, mais je vous ai passé quelques étapes parce que c'est un calcul un petit peu long. Mais là, on y est presque. Alors, ici, d'ailleurs, je vais redescendre le tableau quelques secondes. Si on considère cette partie, donc là, en fait, on a certains termes en T donc avec le Q puissance 3T ici, tous ces termes-là, eh bien, d'après l'identité 3, qui doit être juste ici. Donc là, si on fait la somme sur T d'abord de tout ça, on reconnaît cette identité-là. À part que Q doit être remplacé par Q puissance 3. Mais c'est vraiment cette identité-là. On l'applique, et ça permet de simplifier cette somme. Donc ce qu'on va obtenir, ça va être simplement la somme sur... Donc là, maintenant par 3. Je peux l'écrire sur le signe égal. Donc maintenant, on va avoir seulement une somme double sur R et S de Q puissance 3 fois 2 parmi R moins 1, plus 3 fois 2 parmi S moins 1, plus R plus 2S, A puissance R, B puissance S, sur Q3, Q3, R, Q3, Q3, S. Et donc là, on voit que les S et les R, en fait, ils sont totalement séparés. Donc on peut voir ça d'abord comme une somme sur S, puis comme une somme sur R, ou l'inverse. Et ici, on peut utiliser et reconnaître, il faut reconnaître pour utiliser, l'identité numéro 2. Donc d'abord, là on utilise l'identité numéro 2, où on aura remplacé Q par Q3, et puis Z par AQ-2 pour R, et puis par AQ-1 pour S. Donc on le fait deux fois. Et on va obtenir un produit infini en utilisant l'identité 2. Donc on va obtenir moins AQ Q3 infini. Ça c'était avec la partie qui vient, ça vient du R. Et on obtient aussi moins AQ2 Q3 infini. Et ça vient de la somme en S, en utilisant l'identité 2. Et donc là, c'était exactement ce qu'on voulait, passer la série génératrice pour notre quantité C. Et dans le peu de minutes qui me reste, je vais quand même vous présenter un résultat de moi, puisque pour l'instant c'était... Oui, ça c'est en fait c'est difficile à croire peut-être, mais ça c'est la preuve la plus simple d'identité de partition avec des Q-séries. Mais malgré tout, ça reste des grosses sommes. Donc, je vais vous en présenter... J'avais caché quelque chose avant.
Alors, je vais juste vous montrer le type de résultat qu'on peut prouver en utilisant des raisonnements de ce type, mais un peu plus compliqués, avec des encore plus grosses sommes. Donc, en fait, donc ce théorème, c'est une généralisation du théorème de Caparelli. Le théorème de Caparelli, c'est une identité de partition qui a été découverte en étudiant des représentations d'algèbre de Lie. Donc d'abord, c'était juste une conjecture qui était purement en termes de théorie des représentations. Puis, ça a été transformé en une identité de partition et ça a été prouvé par Andrews. Et donc là, donc si on regarde seulement le carré, peut-être un peu trop monter le truc. Si on regarde seulement cette partie-là de mon tableau, en fait, ça va nous donner des conditions de différence minimale entre deux pares consécutives. Si on a une part lambda i suivie d'une part lambda i plus 1, alors nos parts vont être colorées cette fois-ci. Il y aura des petites couleurs sur les nombres de la partition. Donc si on a une part de couleur b bar, suivie d'une part de couleur a bar, par exemple, on aura une différence de moins 2. Et ainsi de suite. Donc on a des conditions différentes pour toutes les couleurs possibles. Donc Caparelli, c'était juste cette partie. Et il prouvait que le nombre de partitions de n qui vérifiait ces conditions de différence était égal au nombre de partitions de n qui vérifiait certaines conditions de congruence. Donc la série génératrice était aussi un produit infini. Je vous ai pas écrit lequel, mais c'est pas extrêmement important pour ce que je veux expliquer. Et donc ce qu'on a fait en 2017 avec Jeremy Lovejoy, c'est de généraliser le théorème de Caparelli aux surpartitions. Donc les surpartitions, c'est des partitions où on a le droit de surligner la dernière occurrence d'une part. Donc ici, c'est un exemple de surpartition avec des couleurs. Donc on met les couleurs en indice, comme ça. Et dans nos généralisations, il y a une petite particularité de plus. Vous voyez qu'il y a des -1 dans ce tableau. Ça veut dire que parfois, on pourra, au lieu d'avoir un ordre décroissant, avoir une différence de -1 entre deux parts consécutives. Donc ce qui explique le 4 suivi d'un 5 ici. C'est parce que entre A et B bar, on a -1. Donc les partitions qui vérifient ces conditions de différence et qui ont I part de couleur A, J part de couleur B et K part non surligné, et une condition en plus qui était une condition technique pour que notre preuve marche, elles vont avoir cette grosse série génératrice qui est donc une Q-série un petit peu plus méchante encore que celle qu'on vient de voir. Et ce qu'on montre, c'est que quand notre variable D ici, qui compte le nombre de parts non surlignées, est égale à 0, cette Q-série va se transformer en le produit infini du théorème de Caparelli, ce qui est logique puisque au final on va considérer que la partie du tableau qui était déjà considérée par Caparelli. Et on montre aussi que quand D est égal à 1, ce qui fait qu'on peut avoir des parts non surlignées, mais on ne compte plus leur nombre, eh bien, dans ce cas, cette grosse Q-série se transforme aussi en un produit infini, ce qui prouve qu'on a aussi une égalité avec des partitions qui satisfont des conditions de congruence. Voilà, donc ça c'est un exemple de comment on peut utiliser les Q-séries pour faire des maths de nos jours. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.